C'est un pari intéressant parce que on se rend compte que Haïti est comme une marionnette sans maître, avec tous les éléments qui sont là, parfaitement articulés, mais il reste cette énergie transversale qui articule et qui met véritablement en mouvement la marionnette. La jeunesse ne demande, à mon avis, qu'à rêver, mais ensemble. Un rêve qui ait du sens. Un rêve qui soit rationnel. On dit aux gens, voilà le diagnostic, voilà l'état des lieux. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Voilà comment on va y arriver, dans quel délai de temps. Jusqu'à présent, moi l'impression que j'ai, c'est que la plupart des gens qui ont, on va dire, la voix au chapitre, essayent de faire rêver, mais dans le sens, je dirais, du cauchemar, du mauvais rêve. C'est-à-dire, on attend le miracle. On va faire des sacrifices pour avoir un visa. On va prier tel saint pour obtenir un enfant. On attend aussi le mauvais coup qui va permettre de s'enrichir du jour au lendemain. C'est-à-dire, on n'est plus dans ce projet rationnel, dans ce projet, je dirais, de société commun, où on sent qu'il y a une volonté de construire ensemble. Là, c'est chacun pour soi. Et c'est pour ça que je reviens à l'image de la marionnette. Si chaque membre était mu par une volonté différente, il n'y aurait pas de marionnette. Ça serait tiré à U et à Dia. Il faut cette volonté commune, il faut ce projet commun, il faut donc cette confiance partagée. Et c'est ça que, à Limonade, je pense qu'il existe encore, sur lequel on peut définir au moins un projet éducatif, un projet pédagogique commun. Et ce projet commence par un contrat de confiance. Le contrat de confiance, c'est le suivant. Les 2000 étudiants qui sont reçus sur le campus, pas un qui n'y soit rentré sur la base de ses seules compétences. Il n'y a ici ni filleul, ni protégé, ni recommandé, ni pistonné. Et je pense que c'est une première. Parce que dans le contexte très précis de l'ouverture du campus de Limonade, compte tenu du projet pédagogique, également très alléchant, beaucoup ont décidé qu'ils avaient une sorte de droit de préemption. Soit pour service rendu, soit pour leur rôle dans l'obtention ou l'attribution du campus. En tout cas, chacun s'est senti pousser des ailes pour voler au secours de la victoire. Alors que non, l'université nous a été offerte par la générosité de la République dominicaine sur la base d'une solidarité dans le deuil. Et c'est donc aux 300 000 morts que nous devons d'avoir reçu ce campus, pas à la compétence, à la beauté ou à l'intérêt de qui que ce soit. Et c'est donc moi dans cet état d'esprit que j'essaie de gérer ce campus, d'une idée d'une gratitude vis-à-vis des Dominicains et du respect des 300 000 morts qui nous ont valu ce don de la République dominicaine. Et pour cela, le contrat consiste à faire, je dirais, notre deuil national, pour comprendre ce qui s'est passé, pour se dire que ces 300 000 morts ne sont pas nés du hasard, ne sont pas nés d'une catastrophe naturelle, mais d'un train de choses, d'une façon de mener la vie qui ne peut conduire qu'au mur, en fait. Et l'université, ce n'est pas seulement venir apprendre à lire et à écrire, c'est répondre à des questions précises. Comment éviter que cela ne recommence? Nous, héritiers de ce désastre, nous ne sommes pas les héritiers en tant que profiteurs matériels d'un bien qui nous a été donné sur la base de la solidarité, mais sommés de réfléchir sur le sens de ce qui s'est produit pour que ça ne se reproduise plus. Nous savons aujourd'hui que les 300 000 morts ne sont pas dus au hasard,
qu'il y a de la responsabilité humaine. Non pas une responsabilité pénale ou individuelle, mais une responsabilité collective et partagée. À moins de tirer le sens de cette leçon, je ne vois pas comment nous pouvons éviter une nouvelle catastrophe, sachant que l'aléa sismique pend au-dessus de notre tête comme une épée de Damoclès. Nous faisons le constat de l'échec d'une politique publique qui n'a pas vraiment tenu ses promesses, de l'échec d'une culture du risque que l'on a essayé de développer dans la population et qui ne s'est pas véritablement diffusée. Il y a un défaut de communication, un défaut d'éducation. Mais l'éducation, c'est d'abord une affaire de communication. On peut éduquer le peuple par des campagnes de sensibilisation à des risques précis. Haïti entre dans le 21e siècle avec des standards urbains qui sont ceux d'une autre époque, d'un autre continent. L'insalubrité urbaine à Port-au-Prince, l'insécurité dans les quartiers de la ville, c'est de l'ordre de l'anarchie, du chaos le plus total. En ce sens, on peut dire, oui, effectivement, ici, l'État n'existe pas. En tant que prestataire de service, en tant que garant de la sécurité publique, garant de la santé publique, de la salubrité de la voie publique. Port-au-Prince est un échec. Et l'expérience du tremblement de terre et l'expérience du choléra n'ont pas transformé la façon ni de construire, ni de se comporter hygiéniquement sur la place publique. Donc cela veut dire que, comme le dit un collègue, Laënnec Urban, nous vivons une situation de catastrophe permanente. Ce qui veut dire que la catastrophe a perdu le sens d'événements exceptionnels qui s'inscrit comme une rupture dans le cours naturel des choses. Une catastrophe en remplaçant une autre, ça devient l'ordre normal de succession des événements. Et c'est terrifiant quand on y réfléchit, parce que cela veut dire que nul n'est à l'abri, et pas même les décideurs, nul n'est à l'abri d'une nouvelle catastrophe. Si aujourd'hui la terre se remettait à trembler, je ne suis pas sûr que les bureaux des grandes institutions de l'État soient totalement à l'abri compte tenu de l'expérience passée. Si aujourd'hui il y avait une nouvelle poussée de l'épidémie de choléra, je ne suis pas persuadé que nous aurions les moyens de faire face à l'urgence. Autant de choses qui montrent que la leçon de 2010 n'a pas été tenue. On n'en a pas tiré toutes les conséquences. Et l'Observatoire de la reconstruction, c'est aussi, en fait, l'observatoire, plutôt l'observation d'une démarche. Là, ce n'est pas de la reconstruction, c'est plutôt pour nous la déconstruction de la reconstruction. Qu'est-ce que l'on entend par reconstruire finalement? Et ici, on n'a pas reconstruit, on a replâtré les différents. La plupart des édifices qui auraient dû être abattus ne l'ont pas été. Et certains qui méritaient d'être laissés en l'état ont été rasés jusqu'à terre, ou le seront un jour. Moi, mon avis, ça aurait été par exemple de maintenir la cathédrale en l'état. La façade est magnifique. Ça me fait penser à Jumièges, en Normandie. Témoin d'un épisode précis de l'histoire qui rappelle visuellement aux gens que ici la terre peut trembler sous nos pas. Il n'y aura à Port-au-Prince aucun monument digne de rappeler ce qui s'est passé, l'ampleur de la catastrophe. Il faut un monument d'ampleur. Je ne vois pas l'artiste qui pourra mieux que la façade décharnée de la cathédrale rappeler vraiment ce qui s'est passé ici.
Et c'était l'occasion d'avoir dans ce pays un monument, je ne dirais pas historique, un monument d'histoire en soi. Il est prévu de raser et de construire je ne sais quel caisson moderne à la place qui n'aura aucun sens et qui ne servira qu'à replâtrer encore et au lieu de développer cette culture du risque, je pense qu'on va se complaire dans un projet qui videra la chose de son sens. Et au fond, l'échec d'une civilisation, c'est d'abord la perte de sens du projet commun. Et en Haïti, on a l'impression d'une profusion d'énergie, mais qui est sans matière, sans objet plutôt. Une énergie qui se diffuse, mais qui n'a pas de véritable projet. Et ça, c'est à l'éducation, à l'école, à l'université, entre autres, de redonner du sens au niveau de la jeunesse. Moi, je vois l'école et la politique comme les deux étages d'une même fusée, où les éducateurs doivent former un citoyen, le préparer au débat contradictoire, et la politique, c'est le moment où se font les choix. Et où, si les citoyens ont été dûment préparés et éduqués, le débat politique, forcément, se fait à un autre niveau que la démagogie sophiste à laquelle on a souvent droit dans tous les pays d'ailleurs. Plus la population est éduquée, plus le débat politique est riche. Et donc la démocratie, on va dire, solide, parce que les gens décident en connaissance de cause, en fonction d'un projet qui est clairement défini, détaillé et compris par la plupart des gens. Or aujourd'hui, je pense que cette culture démocratique n'est pas véritablement ancrée. Et aussitôt élu, aussitôt le gouvernement est contesté sur la base de... Parce que je pense que si on s'en tenait à des résultats macro, le bilan de ce gouvernement n'est pas si mauvais. Il y a des éléments compte tenu du niveau initial de réalisation réelle. En termes d'infrastructure, l'aéroport. Je ne sais pas si vous avez vu, ça ce sont des routes, des chemins à Port-au-Prince. Beaucoup de... par exemple, il y a eu un projet d'aide aux étudiants, 18 000 gourdes à chaque étudiant. Il y en a plus de 30 000 dans l'ensemble du pays. Ce sont des points qui dénotent une certaine rupture par rapport à un certain passé. Le niveau des dégâts était tel qu'il faudrait être un titan pour en si peu de temps. Maintenant, il y a eu de tels moyens mis en œuvre qu'on aurait pu avoir de meilleurs résultats. C'est ça le vrai problème. Et pourquoi est-ce que les résultats ne sont pas meilleurs? C'est précisément là, c'est qu'il n'y a pas eu un plan concerté avec une véritable hiérarchisation des priorités. Pour dire, voilà ce sur quoi nous allons mettre l'accent. Et quelle était la priorité? C'était reloger les sans-abri dans les plus brefs délais, mais non pas reloger n'importe comment, parce que les erreurs, c'est-à-dire, ce n'est pas la première fois qu'on reloge des sinistrés, ce n'est pas la première fois que l'on urbanise, ce n'est pas la première fois qu'on reconstruit, etc. Il y a quand même des règles minimales, et là, elles n'ont pas été suivies.
On a construit trop peu et souvent mal. Trop peu. 1 500 000 réfugiés à Port-au-Prince. Je ne sais pas si on a construit 50 000 nouveaux logements. Donc on est très très loin du compte. Ce qui a été construit l'a été d'une façon telle qu'on se dit que ici, ce sont des pourrissoirs sociaux en puissance. Parce que le principe élémentaire aujourd'hui de la réhabilitation, de la rénovation urbaine, c'est autant que possible d'avoir une mixité des activités, des logements et des éléments sociaux qui peuplent ces lieux, pour créer du mouvement, pour éviter de créer justement des ghettos et des poches. Là, on a l'impression d'avoir des alignements de baraques. Les stalags ne sont pas loin là, hein, visuellement parlant, à part la couleur. Mais dans le fond, on se dit, mais où est la place, où est la fontaine, où est le lieu de prière, où est le lieu, où est la bibliothèque, etc. Là, c'est trop proche, trop petit, pas assez ambitieux. On a pensé petit, alors que les moyens étaient colossaux. On a pensé pour des pauvres. On a voulu tout de suite recaser les gens dans une situation qui était déjà désastreuse. Il y a actuellement le plan de reconstruction de la zone, on va dire, cité administrative, hein, qui va aller en gros de la cathédrale à la mer, en passant par le palais national, la zone du Champ de Mars et tout ça. Donc ce sera le cœur, on va dire, politique, symbolique de la ville qui va être reconstruit. Le projet vient d'être révélé il y a à peu près une semaine ou deux. Mais ça, c'est même pas un dixième de l'espace urbanisé. La réalité, c'est que les personnes chassées du centre ancien par le tremblement de terre, parce qu'ils ont perdu leurs abris et qui se sont installés sous des tentes sur les collines de Canaan, sont en train aujourd'hui de transformer leurs tentes en maisons blocs, maisons béton. C'est-à-dire ils construisent sur un niveau des logements dont la moyenne n'a pas 10 mètres carrés, ce sont des piécettes où l'on va répéter tout simplement la marqueterie de faubourg que nous avions à Jalousie, que nous avions à Martissan, à Fontamara, et qui est en train de devenir le mode d'extension, on va dire, typique de la ville. Aujourd'hui, les 2/3 de l'espace bâti à Port-au-Prince sont constitués par ce genre de construction anarchique qui empiète sur l'espace rural, qui provoque la pollution de la nappe phréatique, au-delà de la, je dirais, de l'absence de services de base qui caractérisent ces espaces. Ni école, ni dispensaire, ni service de santé, ni police, bien entendu. Et on parle souvent de l'insécurité en Haïti. Les principales victimes de l'insécurité se trouvent dans ces milieux-là. Ou précisément, les gangs font la loi parce que l'État n'ose pas y mettre le nez. Donc, en géographie, on parle aujourd'hui de plus en plus de justice spatiale. Ça, c'est l'expression de l'injustice spatiale. L'injustice n'est pas sociale, elle est aussi spatiale parce que celui qui, par le destin, se trouve avoir son adresse ici, il faudrait véritablement un miracle pour qu'il puisse s'en sortir. Alors voilà pourquoi après les gens, ils se tournent vers les églises, vers le vaudou, vers toutes les formes de sortilèges, parce qu'il y a une sorte d'instinct social aussi qui fait comprendre qu'avec de tels acquis, on n'a aucune chance de s'en sortir. De là se fait le saut dans l'irrationnel. Et la reconstruction, ça devrait être aussi cela. Donner du sens à l'espace. Donner du sens au vivre ensemble. Là, nous ne vivons pas ensemble, nous sommes piégés ensemble dans les bidonvilles.
Ça pourrait être des esclaves attachés les uns aux autres à des pieux, à même le sol. Ça serait pas tellement différent. Parce que les gens sont, même dans les bidonvilles, barricadés dans des maisons avec des murs en parpaing, des fenêtres avec des barreaux en fer, des portes avec des cadenas pour les enfermer, pour les enchaîner, parce qu'il y a une telle crainte du voisinage. Ces gens passent la nuit la peur au ventre. Et en fait, Port-au-Prince n'est pas une ville agréable pour les Port-au-Prinциens. D'ailleurs, on chercherait difficilement dans la littérature ou dans le répertoire des chansonniers des chansons à la gloire de cette ville. Tandis que le Cap est une ville qui automatiquement inspire un certain romantisme. Port-au-Prince est une ville considérée comme dure, une ville violente. Le propre du rêve, c'est qu'on a peur que cela cesse. Le propre du cauchemar, c'est qu'on n'en voit pas le bout. On n'imagine pas que ça puisse avoir une fin. Et la fin du cauchemar, c'est finalement la disparition de l'être. Et en Haïti, l'idée la plus communément reçue, c'est l'idée que la fin du monde est proche. À l'université, pour les premiers cours, nous avons voulu faire une sorte de tour d'horizon pour voir où en est la culture commune de ces étudiants, quelle était la préoccupation la plus immédiate. Je ne sais si ça a trait à la proximité de la date, mais pour la plupart, c'était la peur de la fin du monde pour le 21 décembre. Il a fallu procéder à une sorte de thérapie collective pour expliquer à ces étudiants que c'était une pure spéculation, que cela n'avait aucun sens, qu'il fallait se rassurer et que surtout il fallait prendre courage pour relever le défi. Mais ça a été pour eux ils se sont vraiment fait violence pour dire effectivement. Et le 21, le 22, nous avons eu à nouveau une rencontre et je leur ai dit, regardez, nous sommes bien vivants. Dans le 21, nous sommes bien vivants et il ne se passera rien aujourd'hui. On dit que l'anticipation du pire sert à justifier justement toutes les incapacités à œuvrer sur le rêve. Donc, puisque la fin du monde est imminente, nous sommes tous foutus, donc dans le fond, à quoi bon? À quoi bon se donner du mal? À quoi bon tant de peine? Il suffit que ça tourne dans le fond. Donc pas de projection dans l'avenir puisque la fin du monde est proche. Fondamentalement, nous sommes dans un rapport avec le temps et avec l'espace qui est contradictoire. Avec l'espace tout d'abord. L'Haïtien ne sait plus où il est chez lui. Tous qui sont à l'intérieur veulent partir. Et une fois à l'extérieur, ils ne rêvent que de revenir. Donc il y a un rapport ambigu avec le territoire. Hein. Et tous ceux qui sont à l'intérieur savent qu'ils n'y resteront pas toute leur vie. Chacun va se débrouiller pour avoir un passeport, un visa, une résidence, éventuellement partir définitivement. Quant à l'histoire, quant au temps, nous avons une forte conscience de notre passé, excessive, exagérée, mais aucune projection dans le futur. Aucun futur commun et partagé. Il nous reste ce présent, mesquin, fractionné, fragmenté, où chacun défend son immédiat, son demain, son pain quotidien. Et ça, c'est un jeu à somme nulle. Parce que personne n'arrive véritablement à s'additionner à l'effort d'un autre pour aller plus loin. Le tableau doit être réaliste pour pouvoir être redoré. Si on
se fie à l'encadrement, on va faire une mauvaise affaire, je pense. Non, il faut être conscient de l'état des choses. Se dire que le niveau en matière d'éducation, de formation, d'instruction est excessivement bas en Haïti. Et c'est la clé du changement. Et si les résultats de la reconstruction sont si faibles, c'est précisément parce qu'il y a un déficit d'éducation, de formation, d'instruction des gens. Parce qu'à minima, les gens pourraient être plus prudents au moment de dépenser leur argent. Parce que ce sont quand même des millions qui se dépensent dans ces maisons qui sont mal construites, qui sont dangereuses et qui au final vont se transformer en pièges pour leurs propres propriétaires. Il suffirait d'un peu d'information pour dire par exemple que, attendez, monsieur l'ingénieur, nous allons augmenter de 2% le coût de la construction pour que cette maison soit parasismique, pour laisser une ruelle d'une largeur suffisante pour passer avec une civière, etc. Ça demande un peu, même beaucoup d'éducation pour avoir ce consensus-là. On en est loin en Haïti. Nous avons un déficit au niveau des professeurs. Nous n'avons pas toutes les forces qu'il faudrait, mais avec celles que nous avons, grâce aux technologies de l'information, la vidéo, le podcast, Internet, nous utilisons donc beaucoup, l'Internet également, pour faire de la formation à distance. Donc aujourd'hui, le véritable problème, c'est un problème de contenu. D'accord. C'est-à-dire de contenu qui soit disponible, de livres, de savoir et de formation adaptée aux besoins réels du pays. Parce que tout le monde, par exemple, peut faire de la médecine. Mais est-ce que c'est en formant 2000 médecins chaque année que nous allons résoudre les problèmes d'Haïti? Je ne pense pas. Et la plupart s'en vont. 85% des Haïtiens titulaires d'un diplôme supérieur ou égal à la maîtrise vivent et travaillent à l'étranger. Et qu'ils sont souvent partis avec des bourses de l'État. Qu'ils se sont spécialisés et après ils sont restés. Et personne ne trouve cela bizarre. Ça c'est plus grave. Qu'un individu le fasse, il y en aura toujours un ou deux dans le lot. Mais que personne n'y trouve à redire, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Moi, je pense que c'est un pays promis à un grand avenir. Mais cet avenir ne relève pas du miracle. C'est truelle à la main. C'est la plume à la main. C'est-à-dire avec le goût retrouvé de l'effort et du travail quotidien, du travail ingrat et du résultat remis à demain. Je n'attends pas du bon travail à limonade de voir de mon vivant le résultat. Mais il faut bien semer. Bien semer, avoir confiance en l'avenir, confiance que d'autres continueront et feront le travail. Et c'est cette confiance qui manque. Moi je suis confiant. Mais il faut d'abord commencer par être réaliste et se dire que là ça ne va pas. Mais demain ça ira mieux. M'ba pour l'aider, m'ba pour les toi, m'a demandé qui ça pour me faire. Son qu'il a fait ta volée moi.